Salut Pierre, bon ben, je fais mes essais de caméraman. Donc petite présentation de la fraiseuse. Donc je me rapproche. Donc ici, merde, c'est un peu à contre-jour. Voilà, on a le panneau marche-arrêt et puis le variateur de vitesse. Donc petite démonstration. Tu appuies sur le bouton vert, tu tournes, ça marche. Attention, petit détail, si tu arrêtes avec le bouton rouge alors que la machine est en train de tourner, en appuyant sur le bouton vert, elle ne redémarrera pas. Il faut en fait fermer le variateur. Donc là, il faut rééteindre, réallumer et ça repart. Ok. Sache qu'il y a deux gammes de vitesse possibles grâce à une manette sur le côté. J'amène la lampe. Voilà. Ici, on a une manette avec L et H, low et high pour les vitesses. Alors parfois, oui, ça coince un peu si on n'a pas le bon engrenage. Il suffit de faire tourner. Ça ne veut pas. Voilà. Donc là, on est sur high. On revient sur low. Il faut toujours un petit peu faire tourner. Voilà, et l'engrenage s'enclenche. Alors moi, je suis toujours sur low. Sous le variateur de vitesse, on a à quoi correspondent ces deux ranges. J'ai des problèmes de lumière. Enfin bon, je te le dis, et puis tu le verras. Donc le low, ça va de 50 à 1100 tours minute et le H, ça va de 120 à 2500 tours minute. Je te garantis que quand tu tournes, quand tu es sur la position low, tu n'as jamais besoin d'aller à fond, c'est-à-dire à 1100 tours minute pour le travail de l'acier ou du titane. Mais après, bah, tu verras selon tes besoins. Mais moi, je touche jamais à la manette du côté et j'en éprouve pas le besoin. Euh, Ensuite, bon, on a le mandrin ou le porte-pince, j'y viendrai plus tard. Un étau rectifié que je te laisse, c'est pas d'origine, mais c'était compris dans le devis que je t'ai fait. Donc, étau rectifié, ça n'a pas grand-chose à voir avec les étaux classiques d'établi, dont la partie mobile est souvent très... il y a beaucoup de jeux, alors que là c'est ce qu'on appelle un étau rectifié. Il n'y a pas un poil de jeu, tout est parfaitement calibré, d'équerre, etc. Moi j'utilise quasiment que ça pour fixer les objets que je vais fraiser ou percer. Et puis bon bah là tu as le, la vis qui permet de le faire avancer ou reculer et puis la petite manivelle pour le blocage final ou le déblocage quand tu as fini ton travail. Euh, je continue. Alors là, on a enfin l'étau rectifié, il est vissé sur ce qu'on appelle une table croisée. Là, ici, j'enlève les cales. On appelle ça une table croisée avec des rainurages. On dit croisée parce qu'on peut en fait la déplacer en deux dimensions grâce à des manivelles sur les côtés, à chaque extrémité pour le déplacement longitudinal. Alors là, il est verrouillé, donc là, ici, tu peux le déverrouiller. Chaque fois que tu fais un travail et que tu n'as pas besoin de déplacer cette table, je te conseille de verrouiller le déplacement. Ça donne une meilleure stabilité à ta fraiseuse, sachant que en fait les vibrations c'est le pire ennemi du fraisage. Et comme c'est quand même une fraiseuse entrée de gamme, hein, je t'ai prévenu, hein, c'est une machine qui fait 62 kg, donc c'est ridicule pour une fraiseuse, quoi. Enfin, pour les pros, c'est pas une fraiseuse, quoi. Mais bon, pour ce qu'on fait, sincèrement, je pense qu'avant que tu en atteignes les limites, tu te seras déjà fait bien plaisir. Et donc, bah pareil, devant, on a aussi une manivelle qui permet d'avancer ou de reculer la fameuse table croisée. Donc, en fait, d'avancer ou reculer la pièce qui sera sous le porte-mandrin, sous le mandrin ou sous le porte-pince. Et c'est pareil, elle peut se verrouiller grâce à une petite poignée ici. Voilà, là, elle est verrouillée. Je ne peux plus la bouger. Donc c'est quand même assez pratique. Quand tu fais, là, bah, si tu bloques évidemment les deux axes, tu peux plus déplacer ta pièce dans aucune dimension. Tu peux juste percer verticalement.
Mais ben, parfois, quand tu dois juste te déplacer dans une dimension, avant-arrière ou gauche-droite, vraiment, il faut verrouiller l'autre. Si tu fais avant-arrière, faut verrouiller gauche-droite. Ça fait du travail plus propre. On continue la visite. Alors, tout en haut, tu as un capot que je laisse volontairement dévisser. Je t'expliquerai, bah, je t'explique tout de suite pourquoi. Ça te donne accès au moteur et surtout à toute la chaîne d'engrenage. Voilà, c'est une chaîne verticale d'engrenage qui permettent de démultiplier la vitesse. Et dans ces engrenages, il y en a un qui s'appelle, enfin que moi j'appelle engrenage fusible, c'est-à-dire si tu forces trop sur une pièce, essentiellement ça m'est arrivé plusieurs fois, sur une pièce quand tu travailles avec la partie fraiseuse et que tu es en mode longitudinal, si tu forces trop, ce pignon il va se casser, enfin il va s'écraser en fait. Alors le voilà. C'est un pignon comme ça, je sais pas s'il est en nylon ou en plastique, enfin bref. Donc si tu forces trop, ben les dents elles vont s'aplatir et c'est mort. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Donc je te mets dans la petite mallette qui est fournie avec, j'en ai 3 d'avance. C'est relativement facile à remplacer. Et ben, je te souhaite pas d'avoir à le faire, mais écoute, moi j'avais pris de l'avance, hein, j'en avais tout de suite commandé 3 parce que bah, c'est vachement handicapant, parce que le fournisseur, il les a pas, souvent, il les a pas en stock, alors il faut qu'il les commande en Chine. Bref, donc c'est pas mal d'en avoir d'avance. Ça m'est arrivé 3 4 fois quand même, 2 3 fois en tout cas, sûr. Voilà, donc ça c'était tout en haut, le capot qui te donne accès aux engrenages. En général, on n'en a quand même pas trop souvent l'usage. Et ici, sous ce couvercle qui se tu tapes un petit coup, voilà. Alors, sous ce couvercle, tu as l'axe du mandrin ou du porte-pince. Autrement dit, quand tu veux changer le mandrin pour passer au porte-pince ou l'inverse, il va falloir que tu dévisses cet axe-là. Et ben, je vais te montrer comment on fait, mais je vais peut-être stopper cette première vidéo et on va passer ensuite un peu à ce genre de démonstration justement. Allez, à plus. Quand tout fonctionne, je termine, j'avais oublié deux petites choses. Euh, la poignée ici sur le côté droit de la machine. Alors ça c'est la poignée type poignée de fraiseuse qui bah, bon, évidemment commande la montée ou la descente de la tête. Ah oui, juste pour info, la tête elle est sur crémaillère. Je ne sais pas si on la voit ici. Toujours ces problèmes de lumière. Là c'est une crémaillère. Et la potence, elle est rectangulaire. Donc ça, c'est pareil, hein, ça garantit quand même une très bonne stabilité de la tête. Il n'y a pas de jeu du tout. Donc ça, c'est vraiment très correct. Tu as souvent des fraiseuses ou des perceuses colonnes qui sont sur une potence ronde et avec un tube cylindrique, il y a forcément du jeu. C'est impossible de bien bloquer la tête. Donc là c'est correct. Donc, je sais pas trop comment me placer pour la lumière, je suis désolé, hein, je suis pas fait pour être caméraman. Donc voilà, donc ça c'est la manivelle, la poignée classique de montage, pour monter et descendre de la tête. On appelle ça la montée ou la descente macrométrique. Et ensuite, sur... Alors, comment on va pouvoir montrer ça sur l'axe de cette poignée, tu verras, il y a 2 roues crantées, un peu mâle-femelle, si je puis dire. Quand tu veux faire du travail de précision en fraisage, il va falloir verrouiller cette poignée. Donc en fait, il faut mettre les dents en face des creux, et puis il faut pousser. Voilà, t'as entendu le clic. Donc là, ma poignée est verrouillée, je ne peux plus descendre ou monter la tête à l'aide de cette poignée. Alors, ça me donne accès maintenant à... Zoup là, voilà, merde. À cette molette qu'on appelle la vis micrométrique. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais
Ouais, je vais me mettre droit, je suis désolé. Quand je tourne, on voit la poignée qui tourne quand même. Voilà. Donc là, je suis en train de descendre. Si je tourne dans l'autre sens, je remonte la tête. Cette molette, en fait, elle est associée à un vernier. Donc en fait, une graduation et un petit repère juste en face. Voilà le trait gravé sur la partie en fond devant. Et tu as une indication, voilà, de la distance à quoi correspond quand tu te déplaces. Attends, il faut venir en butée. Voilà. Quand tu te déplaces d'une graduation, ça correspond à voilà, 0,025 mm. Autrement dit, tu auras vite fait le calcul, mais si je me déplace de 40 graduations, là tu vois par exemple je démarre à 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Voilà. Donc là, je me suis déplacé de 40 graduations. Et ben en fait, j'ai descendu la tête de 1 mm. Donc tu vois, c'est vraiment là une très forte démultiplication qui permet là de faire du travail de précision. Euh, donc ça, ben, moi je m'en sers, excuse-moi, je m'en sers essentiellement quand je fais les lamages pour les roulements à billes CC Bearing, mais enfin pour tous les lamages en fait. Je te dirai qu'est-ce que je lame précisément plus tard. Donc ça c'était ce que j'avais oublié encore voilà, de te montrer sur la fraiseuse elle-même. Là tu as tout pour l'utiliser. Oh merde, je suis désolé, je suis passé en vertical, ça va. Voilà. Je refais une pause. Alors, sera fourni avec la fraiseuse, donc la petite mallette là que je t'ai montré. Alors, j'ai jamais eu besoin d'utiliser. C'est là-dedans que j'ai mis donc les trois pignons en rab. Là, il y a un truc, ça doit être une petite burette à huile, mais enfin, c'est vraiment de la merde. Hein. Voilà, une clé, je sais pas à quoi elle sert. Là, ça c'est pour des brides, mais j'ai un jeu complet que je te fournirai, je te montrerai. Voilà, donc puis là il y a encore un capot supérieur avec deux vis, ah oui, et puis des lardons. Bref, enfin, pas grand chose. Enfin, il y aura voilà, ce jeu de clés. Alors ça, ben, je vais y revenir. En tout cas, la clé et puis la bride, ça c'est pour démonter justement ce dont je te parlais tout à l'heure, l'axe qui permet de changer le mandrin, remplacer le mandrin par le porte-pince. Alors, euh, je te montrerai. On continue. Alors là, il y a une mallette avec, ah oui, avec le mandrin d'origine. Moi, j'en ai acheté un autre. C'est un mandrin auto-serrant. Donc, tu n'as pas besoin de clé à mandrin. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je te le laisse. Et puis, bah, je te laisse aussi le mandrin qui était fourni d'origine. Je ne sais pas s'il y a la clé à mandrin. Je peux en trouver une. Est-ce qu'elle est dans... Est-ce qu'elle est là? Non. Écoute, j'essayerai de t'en trouver une. Mais bon, normalement, enfin, si tu es comme moi, tu n'auras pas à l'utiliser. Mais je vais quand même essayer de te fournir ce qui était fourni avec la bécane. Et là, on a, ben voilà, alors celle-là, je ne les ai pas sorties parce que je les utilise jamais. Mais voilà, là, on a ce qui s'appelle les fameuses pinces. Et il y en a une qui est montée déjà sur le... Voilà, ça c'est le porte-pince. Alors, à la différence d'un mandrin classique pour faire des travaux de perçage, le mandrin, il s'adapte, enfin, en le dévissant ou en le vissant, tu changes le diamètre de fixation, et donc avec un mandrin, bah, tu peux fixer des forêts. Celui-là, il va de 1 à 10 mm de diamètre, avec le même mandrin. Oui, celui-là peut avoir un intérêt peut-être parce que je crois qu'il va un peu plus, il va plus loin en hauteur, il va jusqu'à 16 mm. Par contre, il démarre qu'à 3, hein, donc à mon avis, tu n'en auras pas besoin quand même. Voilà, donc ça c'est le mandrin classique pour le perçage. Par contre, pour le fraisage, et c'est pour ça aussi que bah, c'est plus costaud, c'est plus adapté aux travaux avec une force latérale. Ben, pour chaque diamètre de fraise, tu as une pince correspondante.
peux pas faire varier le diamètre d'une pince. Ces diamètres sont fixes. Donc là, c'est les 4 diamètres de fraise que j'utilise le plus. Je ne sais pas par cœur si c'est où est-ce que c'est indiqué, mais bon, tu verras aussi. Donc là, ça a un autre nom aussi que porte-pince, ça s'appelle aussi un cône morse. Et là, la référence, c'est CM3, c'est un cône morse 3. Et dessus, là, ces pinces ont pareil un nom, je dirais un peu une norme. Ceux-là, c'est, je ne veux plus dire de bêtises, c'est des ER, je sais plus, 32, je crois. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Je vais te montrer comment on change, on passe du mandrin au porte-pince. Mais là, je vais être obligé de faire une pause parce que je ne peux pas le faire avec, avec le téléphone dans une main. Je ne peux pas le faire d'une seule main. Mais donc, ça se passe ici. En gros, avec cette clé, je vais me mettre voilà, sur cette partie de l'axe. Et ensuite, avec la bride, je vais me bloquer comme ça. Donc je fais une pause, histoire de déverrouiller légèrement pour que je puisse ensuite travailler avec une seule main. Voilà, donc j'ai dévissé partiellement ce boulon qui donc est relié au mandrin, mais pour l'instant, je peux quand même toujours pas retirer le mandrin. Ce que je vais faire, voilà, je vais déverrouiller la clé et je vais monter la tête au maximum parce que sinon j'arriverai pas à dégager le mandrin. Alors ce qu'il faut, en plus d'avoir dévissé, il faut donner un bon coup de marteau sur la tête du boulon. Tu peux y aller, hein. Voilà, donc là tu as vu, il s'est enfoncé. Et maintenant, oh ben, si je remonte, je le rebloque. Voilà, donc là il s'est enfoncé. Et maintenant, je peux continuer de dévisser. Et par contre, mon mandrin, voilà, ça y est, il a du jeu, il va se dégager quand je vais dévisser. Donc je refais une pause pour pouvoir le dévisser et sans le faire tomber. Et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc ça y est, j'ai le mandrin dans la main. Parce que j'ai dévissé complètement le boulon en haut. Voilà, je peux sortir la tige complète. Voilà. Et maintenant, ben, je vais mettre le porte-pince pour parler de la partie fraisage. C'est ce qui nous intéresse le plus, hein. Je t'ai pas trop parlé du mandrin et du perçage, hein. Ça n'a pas de secret pour toi. Voilà. Donc je remets cette tige, voilà, dans son trou et je viens avec le porte-pince. Je l'engage là, je monte jusqu'en haut, donc là, la tige s'est soulevée, avec un peu de chance, oui, voilà, il tient tout seul. Donc, voilà, je commence à serrer. Et, voilà, bon, là par contre, il s'est redégagé, donc il tourne. Donc je refais, voilà, ça y est, il est serré, mais il faut que je serre, il faut vraiment que je serre avec la clé, donc je refais une pause pour le serrer. Donc voilà, ça y est, le porte-pince est fixé, j'ai remis le capot, il tient bien. Alors, deux mots, là c'est pareil, on a donc une partie du porte-pince avec deux plats qui permettront d'engager la grosse clé plate pour serrer cette partie mobile qui est vraiment la partie qui porte la pince. Voilà, donc là, bon écoute, je mets une pince pour une démo que je vais te faire tout de suite dans la foulée. Voilà, donc il faut mettre le petit cône vers le bas et il faut, voilà, il faut la clipser. Bah, tu verras, il y a un petit coup à prendre. Il faut la clipser de façon à ce qu'elle soit, bon, elle est fixée, le mot est un peu exagéré, mais voilà, quand elle est affleurante au porte-pince. Si tu l'as mal engagée, si tu n'as pas eu ce petit clip, elle risque d'être soit un peu plus profonde, soit de biais. Ok, donc maintenant je la retourne, je la visse sur le porte-pince lui-même. Avant de la serrer complètement à fond, même déjà à la main, bah évidemment il faut engager la fraise que tu vas utiliser, sinon tu n'y arriveras plus quand ce sera serré à fond. Là en l'occurrence, je vais mettre
ce qui s'appelle une scie fraise. Donc c'est une espèce de, c'est un disque, une scie circulaire qui est sur son porte-scie, ça s'appelle. Ça, ce sera pas fourni avec. C'est une scie fraise qui vaut très cher. Ça vaut à peu près 60 euros juste voilà, juste la fraise, la scie fraise. Et ça casse assez facilement en plus parce que voilà, c'est pour le travail du titane, donc elle est en carbure, monocarbure. C'est très dur, mais par contre c'est très fragile. Donc, je te souhaite pas cette mésaventure, mais malheureusement, je crois que tu couperas pas, comme la plupart d'entre nous. J'en ai une d'avance parce que c'est bien pratique cette scie. L'alternative, c'est de le faire avec les petits disques Dremel. Ça marche aussi très bien. Il y a des petits inconvénients, mais ça marche bien quand même, hein. Mais ça, c'est plus confortable et ça va plus vite. Donc, voilà, alors, cette voilà, porte-scie, scie fraise, je l'engage voilà, dans. Alors, là, j'ai déjà même trop serré à la main, tu vois, j'arrive plus à l'engager. Hop, je redesserre un petit peu, ça va ouvrir. Voilà. Donc, ah oui, tu vois, il y a sur le porte, comme sur la plupart, pas sur toutes, mais sur beaucoup de fraises, tu as un aplat. Là, voilà, tu le vois. Il faut au moins que cet aplat il soit engagé complètement dans. Voilà. Là, c'était un peu trop. Voilà, tu peux laisser un peu dépasser. Je serre. Je fais une petite pause parce qu'il faut serrer fort avec la grosse clé plate et euh, la... Ah mince, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, enfin, il faut serrer l'outil, la fraise sur le porte-fraise. Alors voilà, c'est complètement serré. Donc je te montre un travail de fraisage qui est assez intéressant. Je t'en montrerai un deuxième, les deux les plus utilisés. Donc ça, c'est pour la découpe d'un liner sur une platine. Et puis je te montrerai aussi un lamage classique, faire en fait un perçage en contrôlant la profondeur. Alors, malheureusement, avec cet étau et ce porte-scie, on va très vite arriver à une gêne, c'est-à-dire que la partie du porte-scie en dessous de la scie, elle est assez importante. Elle fait à peu près 2 cm de hauteur. Ce qui fait que si tu mets directement, tu vois, je t'ai préparé voilà, un petit échantillon de platine, une chute. J'ai tracé un trait là où ce que je veux couper. Si je mets directement ma pièce dans mon étau, sachant qu'en plus il faut toujours être le plus bas possible, le plus près possible des morts, la partie que tu veux couper, parce que plus tu t'en éloignes, plus il va y avoir des vibrations dans ta pièce. Et là, c'est vraiment dangereux pour la scie qu'elle casse. Au passage, protège-toi, hein, les yeux, en tout cas, mets un masque obligatoire parce que moi j'en ai pété une. Je me suis pris, elle a pété en, je sais pas, en 50 morceaux et je ressemblais, tu sais, à ces dinosaures là qui ont des espèces de pierres sur le dos. Là, c'était pareil. Donc voilà, on le dit jamais assez, mais faut vraiment, avec le fraisage, en tout cas les yeux, c'est obligatoire, hein. Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Même si à un moment donné, tu dis putain, il est 20 h, je suis à la bourre, j'ai juste un petit truc, c'est toujours là que ça merde. Voilà, bref, conseil de tonton Carbo, t'en fais ce que tu veux, mais c'est un conseil. Voilà, donc, bref, je reviens à mon truc. Voilà, il faut mettre la partie à couper vraiment la plus près possible du mort pour que ça vibre le moins possible. Seulement, si je fais ça en l'état, et que je descends voilà, en fait, tu te rends compte tout de suite, sauf que la lumière est merdique. Voilà, je vais avoir cette pièce qui va buter contre le haut de l'étau, et puis ma scie, elle sera beaucoup trop haute par rapport à à la découpe que je veux faire sur ma platine. Et même si je voulais monter ma platine, même la platine elle-même, elle est de toute façon pas assez haute pour que mon trait il arrive à la hauteur de la scie. Donc j'utilise une petite astuce que je te montre tout de suite. Donc je relève
la tête, j'utilise des cales rectifiées. Donc là, c'est pareil, j'ai tout un jeu de cales. On appelle ça rectifié parce que voilà, elles sont parfaitement d'équerre, elles font un poids bien précis, une hauteur bien précise. Voilà, de toute façon, tout est rectifié en fraisage. Elles sont vendues, ça se vend par jeu. Là, voilà, ici, j'ai ma boîte. C'est pareil, je la garde parce que c'est pas propre à chaque fraiseuse, hein, c'est polyvalent. Sur la facture que je t'ai envoyée où j'avais surligné ce qui sera fourni, tu dois avoir le prix, ça ne doit pas avoir très cher. Et moi qui utilise que l'étau pour fixer mes pièces, des cales, je les utilise tout le temps. Donc là, la petite astuce, c'est de prendre des cales qui sont hautes, plus hautes que mon voilà que le mort de mon établi. Je mets les deux et je vais coincer entre les deux ma... Alors, il faut que je recule un petit peu parce que voilà, que je mette un petit peu d'espace entre les deux. Voilà, bon, avec une main, c'est pas très pratique, je serai obligé de faire une pause, mais juste, je te montre. Je vais la positionner ma platine entre les deux cales. Il faut que ton trait, là par contre, c'est à toi de le vérifier avec un réglé. Il faut que ton trait il soit parfaitement horizontal, hein, ton trait de découpe. Parce que avec ta fraise, tu ne peux pas faire une découpe inclinée, hein, ça sera forcément horizontal. Donc ça, c'est à toi de vérifier par rapport au haut de la cale avec un réglé que ton trait il est bien, horizontal. Là, je vais être obligé de faire une pause parce que je vais serrer mon étau pour coincer les deux cales et bloquer ainsi la pièce que je veux découper. A tout de suite. Revoilà, donc la pièce, elle est là pour l'instant, j'ai serré à la main. Quand elle est bien positionnée, je serre à la main parce que, bon là, on va pas le faire, hein, mais parce que après, si je suis obligé de modifier légèrement la hauteur de platine pour que mon trait rouge il soit parfaitement horizontal, comme c'est serré à la main, en tapotant avec un petit marteau à l'endroit où il faut baisser un peu la platine, le fait que ce soit serré à la main, ça te permet de modifier, voilà, de régler l'horizontalité de ton trait. Une fois que c'est OK, je serre ma pièce. Donc voilà, bien fort, hein, vraiment c'est toujours à la chasse aux vibrations. Donc là, voilà, ma pièce, elle est parfaitement calée. Elle se retrouve très proche, comme si c'était des morts, hein, puisque là on est vraiment sur de la cale rectifiée, donc c'est quelque chose de vraiment parfaitement plat. Et par contre, gros intérêt, comme elle est peu épaisse, cette cale, elle va pas gêner la fraise quand je vais vouloir découper. Démonstration, voilà, je descends ma fraise jusqu'à la hauteur de mon trait, mais je suis même un peu plus bas, enfin on fera les réglages après, et là malheureusement on voit pas tellement, mais je passe au-dessus de l'étau, tu peux me croire, de toute façon je vais te faire la démo dans la foulée. Voilà, de toute façon, puis on voit que, voilà, que mon trait rouge, il est massif, elle est même légèrement en dessous, donc il faudra que je remonte. Donc, voilà, j'ai à peu près positionné ma scie fraise. Je l'ai descendu avec la poignée macrométrique. Maintenant, je vais verrouiller cette poignée. Peu importe où se trouve, à quel niveau se trouve ma scie fraise, je verrouille comme je peux ma poignée. Voilà. Là, je ne peux plus utiliser la poignée macrométrique. Je vais être obligé de passer par la vis micrométrique. Donc, je regarde où se trouve en plus, là, je suis pas trop mal, c'est un coup de bol. Imagine que tu sois trop haut ou trop bas. Tu viens ensuite avec la clé, la vis micrométrique, tu viens positionner, tu vois, là je descends, je suis en dessous du trait, ou alors, maintenant, du coup, je viens positionner, je remonte légèrement jusqu'à ce que, voilà, à peu près, hein, de toute façon, on s'en fout, c'est une démo, mais jusqu'à ce que la scie soit exactement à la hauteur de mon trait rouge. OK ? Là, maintenant, je suis prêt. Je vais pouvoir commencer la découpe. Alors, une petite astuce, quand tu utilises ce genre de disque, il faut que tu te places à peu près au milieu de ton trait, sur sa longueur.
Comme ça, tu vas arriver, on va se déplacer juste vers la droite et au fur et à mesure que tu te déplaces vers la droite, ben, la scie, elle devient de plus en plus large et en fait, c'est le meilleur moyen pour faire une découpe. Je te déconseille, c'est moins intéressant de partir d'un bord, en plus c'est moins pratique. Là, en l'occurrence, c'est même pas possible. Mais imagine que si ta scie avait un tout petit diamètre, tu pourrais envisager de partir d'un bord et puis hop, te diriger vers l'autre bord. Mais là, du coup, tu attaques ta pièce je dirais presque en frontale et ta scie, elle se prend, c'est moins bon pour les dents de la scie. Là, du coup, tu attaques ta pièce avec un angle et c'est nettement plus efficace, c'est meilleur pour la scie et ça fait, je pense, en plus une coupe qui est plus jolie. Alors encore trois petites consignes. Le titane, on tourne très 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 doucement, sinon tu vas péter ton forêt, ta fraise ou ta scie. Il faut vraiment tourner assez doucement. Là en plus c'est une fraiseuse entrée de gamme, donc elle n'a pas un couple énorme. Si tu commences à forcer, là tu vas casser. Alors quand je dis très très lentement, tu verras, mais enfin ça n'a rien à voir avec des vitesses de perçage par exemple, hein. Il faut vraiment tourner moins vite. Deuxièmement, il faut utiliser de l'huile de coupe. Bah, c'est pareil, d'abord ça refroidit ta pièce, ton outil, hein, pas, si tu travailles sur du titane, le titane lui va pas chauffer, pas tellement, je t'expliquerai quand même. Par contre, ta scie qui est là, c'est du monocarbure, elle va chauffer, donc il faut utiliser de l'huile pour la refroidir et en plus pour lubrifier la coupe. Donc c'est tout bénéfice. Donc j'ai une petite burette, je vais te montrer ça tout de suite. Dernier point et pas des moindres, mets un masque sur les yeux, surtout si tu achètes cette scie, c'est mortel. Ça, j'en ai pété une fois parce que je tournais trop vite, je pense, ou parce que je me suis déplacé verticalement. Oui, bah, je vais t'expliquer pourquoi. Une fois que tu as trouvé. Bon, alors, mets un masque parce que j'en ai pété une, elle s'est cassée en 50 morceaux, et là, j'exagère pas, hein, vraiment une cinquantaine de morceaux, et ils sont partis dans tous les sens, et j'en avais qui ont tapé le masque de protection des yeux, hein, donc j'avais pas de masque, ça se plantait dans la paupière. Et ça, comme c'est du carbure, ça casse, ça fait comme si tu faisais tomber une plaque en verre, quoi. Ça fait des pièces anguleuses et c'est très dur, donc ça aurait pu faire très mal. Tu sais, comme je sais plus là, ces animaux préhistoriques, on dirait qu'ils ont des pierres sur le dos, bah, c'était pareil. J'avais l'impression d'en avoir planté partout. Donc protège tes yeux. C'est conseil du vieux con tonton Carbo, mais si tu tiens, on en a que deux et ça se remplace pas facilement. Donc voilà. Oui, alors la plupart des outils quand on travaille le titane, c'est du carbure, du monocarbure. C'est bien parce que c'est très très dur, donc ça attaque bien le titane. Euh, Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est hyper fragile. Donc sur des outils comme celui-là qui fait 0, enfin qui fait 5, oui, 0,5 mm d'épaisseur, si à un moment donné je varie légèrement la hauteur, alors qu'il est déjà engagé dans le disque, dans la fente du liner, c'est bon, t'as pas un droit à l'erreur, hein, ça casse tout de suite. Pareil avec des forêts jusqu'à 3 mm à peu près, des forêts qui font moins de 3 mm. Si tu forces un peu trop euh, sur sur le mandrin, si tu appuies un peu trop fort, il va très légèrement se plier et puis immédiatement après, il va casser. Ça, c'est l'inconvénient du carbure. Il y a des alternatives pour le titane, c'est du HSS 8% cobalt, mais là, pour la scie, en l'occurrence, le carbure, c'est quand même ce que je te conseille. Euh, Parce que. Ouais, non, enfin bon, le titane a une propriété, c'est qu'il conduit très peu la chaleur. Donc, jusqu'à un certain point, il chauffe pas du tout, et puis d'un seul coup, il monte immédiatement en température. Donc, si tu travailles avec des outils en HSS, bah, ils vont cramer immédiatement, le bout va noircir, voire même va brûler, et puis bah, évidemment, les dents sont mortes. Je fais une petite pause parce que la vidéo fait déjà 7 minutes, donc je relance tout de suite une vidéo suivante. Ah, on repart à zéro, nouvelle vidéo. On va attaquer la découpe. Désolé, je suis peut-être un peu bavard, mais je me dis que ça peut être utile. Donc moi j'ai une burette remplie d'huile de coupe. Je te montre, voilà, bah, ça c'est pareil, hein, chez Othello. Voilà, huile de coupe, là c'est bah, du Degripol, la marque est connue. Voilà, de l'huile de coupe. Alors,
moi je préconise, en tout cas quand tu travailles du titane avec du carbure. Donc hop, voilà, j'ai une petite giclette sur le disque. Donc là le disque, tu démarres jamais avec un objet, enfin un outil qui touche la pièce que tu veux usiner. Donc là j'ai un petit espace, hop, elle était déjà mise en route, je n'avais pas appuyé machin, donc je peux, voilà, la faire tourner. Donc tout ça c'est un peu au bruit, mais tu vois là mon curseur il est vraiment quasiment au début de la course. Là on est sur une vitesse qui est même déjà ouais, vitesse faut pas la dépasser celle-là. Et ensuite ben, je vais avec la table croisée, je vais déplacer ma pièce vers la gauche pour que le disque puisse l'attaquer. Donc voilà. Ah, attends. Oui, oui, non, non, si, je t'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc là, t'entends, on attaque, on voit, ça y est. Alors, il faut y aller hyper doucement dans le déplacement de la molette. Là, hein. Il faut pas être pressé. Ça prend des minutes à faire cette découpe. Si tu vas trop vite, à mon avis, tu casses trop vite en vitesse de rotation ou trop vite en pénétration dans la pièce et tu casses ta pièce. Hein. Donc là, j'avance doucement. Voilà, on voit les copeaux. Je tourne ma molette vraiment doucement. Il faut essayer d'avoir un mouvement assez régulier, pas faire d'à-coups. Bon, on va pas couper toute la pièce, hein, mais voilà, tu vois le principe. On va quand même aller jusqu'à ce que je traverse. Donc là, en fait, ma scie, c'est là qu'elle travaille le plus, parce qu'elle attaque toute l'épaisseur de la matière. D'accord? Dès que j'aurai traversé, ben, en fait, elle attaquera plus que les deux extrémités de la coupe. C'est pas très clair, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Hop, je crois que ça y est, ouais, on voit, ça y est, ça sort. Voilà. Donc là, en fait, vu que ma scie, elle est facilement, son diamètre est plus grand que la distance à couper, ben, je continue à avancer. Avancer dans ce sens-là. Je ne me déplace pas d'avant en arrière, je ne me déplace que vers la gauche, parce que c'est vraiment la meilleure façon de travailler ma pièce. Bon, on va pas couper le truc sur toute la longueur. Sache que, du coup, comme tu travailles comme tu coupes avec un angle comme ça par rapport à ta pièce, quand tu vas arriver au bout, ta découpe elle sera pas franche. Donc la petite astuce c'est pour faire une découpe bien finie aux deux extrémités, ce que je fais, je ne vais pas forcément le faire là, quand je serai arrivé au bout, je dégage ma scie, seulement après je l'arrête. Je te conseille hein, de la dégager avant de l'arrêter parce que elle est moins fragile en rotation. J'ai déverrouillé la vis macro, donc je remonte la tête. Qu'est-ce que je fais? Je déplace. Bon, je me dépêche. Enfin, je te montre le principe. Je déplace ma pièce complètement de l'autre côté de la fraise, la scie fraise. Oui, hein, il en faut des rotations parce que voilà, c'est pareil, hein, ces manivelles de la table croisée, elles sont complètement démultipliées. Donc là, c'est pareil, tu as une graduation, c'est pas la même graduation que la vis micrométrique, c'est encore plus petit, je crois. L'espace entre deux graduations, ça fait 0,02 mm. Donc voilà, donc là, j'ai même le temps de parler, j'ai même largement dépassé le truc. Je viens repositionner ma fraise, pareil, je réengage voilà, j'ai réengagé la poignée, elle est verrouillée, et puis ensuite, je viendrai, là je suis de nouveau, malheureusement, la lumière, enfin, voilà, tu vas comprendre le principe, quoi. Je viens repositionner ma fraise de l'autre côté, exactement dans le trou
qui aura été fait. Hein. Là, le trou, il n'est pas énorme parce que j'ai arrêté trop tôt, on va dire, mais quand tu as découpé ton liner, il fait généralement dans les 5-6 cm de long. Donc, quand tu as ta découpe, eh ben, je viens repositionner ma... Ouais, on voit rien, je suis désolé. Mais enfin, tu comprends le principe. Je repositionne ma scie pile dans l'encoche, dans la découpe du liner que j'ai fait de l'autre côté. Et ben, je viens... voilà, là, on y est. Je viens découper. Enfin, il n'y a quasiment plus rien à découper. Hein. Tout a été fait de l'autre côté. Hop, je remets un petit peu d'huile. Là, c'est juste pour finir la coupe, pour couper avec l'angle opposé. Comme ça fait ça fera une coupe propre au niveau des... Voilà, tu vois, là, on entend quasiment aucun bruit quand la scie est rentrée. Ça veut dire que j'étais vraiment bien en face de la découpe. Là, par contre, comme je me déplace, évidemment, elle recommence à attaquer. Et ben voilà, le trou au final il sera bien fini. De toute façon après il faut toujours donner un petit coup de papier de verre. Mais là tu as fait un travail qui est propre. Voilà pour la découpe du liner, c'est un des trucs les plus caractéristiques du fraisage en coutellerie, je dirais. Je vais te montrer un deuxième usage de la fraiseuse qui est peut-être même plus important encore, c'est le lamage. Je fais une pause. Je monte tout ce qu'il faut pour faire un lamage et je te montrerai. A tout de suite. Me revoilà. Alors, vite fait, en préparant le truc, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te dire 2-3 bricoles sur ce qui était fourni encore avec. Donc, évidemment, le manuel d'utilisation que j'ai même pas regardé. Si, c'est intéressant pour le... Tu as un éclaté de toutes les pièces. C'est comme ça que j'avais trouvé la référence du pignon fusible. Ça, c'est normalement une protection qu'on met voilà, sur le porte-pince et sur le mandrin, enfin sur l'axe qui porte le porte-pince et le mandrin. En gros, c'est le truc que tu enlèves tout de suite à réception. Donc je te le remonte même pas. Tu voudras le mettre si tu veux, mais alors là, c'est déjà chiant à changer le mandrin et le porte-pince. Alors si en plus tu as la protection devant, c'est... Enfin... Et puis je te dis, avec des lunettes de protection, tu es autant protégé. Et dernière chose, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le kit de bridage. Donc ce sont des brides, des lardons, des boulons et des écrous. Je vais pas perdre de temps à t'expliquer ça. Sincèrement, enfin moi je trouve que c'est chiant. Ça permet de fixer des pièces directement sur la table croisée. Alors il y en a qui jurent que par ça, hein, mais moi sincèrement j'aime pas tellement. Alors en fait cette table croisée, tu vois, il y a des rails en fonte ou en acier même. Et ces rails, ils sont en fait, je sais pas si on voit bien, on verra pas, mais si on devine, là voilà, là on devine où est mon doigt. Merde, je suis pas devant. Voilà, là. Là en bas, voilà, on devine une encoche. Donc en fait, le principe, c'est il faut que tu viennes mettre ce qui s'appelle un lardon. Donc c'est une pièce. Merde, je fais tomber mon bloc de sopalin en même temps. Voilà. Voilà. Alors le lardon, bah, tu vois, on retrouve ces encoches qui vont se glisser sous les encoches des rails. Donc on y va, on positionne, voilà. Là, il est positionné, donc tu ne peux plus l'enlever en soulevant vers le haut. D'accord? Ensuite, selon l'épaisseur de ta pièce, tu vas choisir des tiges filetées. Bon, bah, celles-là, bon, c'est pas grave, elles sont un peu grandes. Que tu vas visser voilà, sur ton lardon. Tu vois, ça n'a jamais utilisé. Donc, voilà, donc là maintenant, tu as un axe. Et ensuite, tu vas utiliser une bride, comme ça, là c'est une pièce avec comme un escalier en bout, que tu vas glisser, voilà. Et ben, il te faut la même chose, l'opposé si tu veux, de l'autre côté. Moi, je te fais pas le montage, mais imagine, j'ai mis un autre lardon en face avec une tige et une deuxième bride. Et là, je vais positionner. Merde, j'ai pas. Si peut-être ça, non, ça va pas être assez grand. Je pense pas.
je viens positionner, voilà, si ça le fait, ma pièce. Je suis vraiment pas doué avec la vidéo. Mes deux pièces qui vont bloquer. Non, cette bride, elle est trop grande, celle de droite. Mais enfin bon, voilà, imagine que j'ai cette bride-là soit la même que celle-là. Ma pièce, elle est coincée devant le premier escalier, là, le premier petit encoche, là. Et ensuite, bah, tu viens mettre un boulon. Donc tu vois le bordel, en plus là j'ai pas pris la bonne tige, donc il faut d'abord... Enfin bref, il va falloir boulonner, j'aurais dû mettre le boulon avant, boulonner ici pour bloquer ta bride, même chose de l'autre côté, et là enfin ta pièce elle est vissée. Donc tu vois le temps que tu mets pour visser une pièce par rapport à un étau rectifié. Donc pour moi il n'y a pas photo. Les moustachus, comme on dit dans le métier, les pros du fraisage, eux, ils vont me dire sans bride et lardon, tu peux pas faire du bon boulot. T'en parleras à David Lespec ou à certains couteliers qui utilisent des fraiseuses. Il n'y en a pas des masses qui doivent utiliser des brides et des lardons. Stéphane Espy aussi, je pense pas qu'il utilise des brides et des lardons. Bon, retour à notre deuxième travaux pratiques, si je puis dire, faire un lamage. Alors, un des plus classiques, enfin un des plus complexes, je dirais, c'est le lamage pour le CCB ring, parce que c'est un lamage dans glacier ou dans du titane, donc c'est un peu, enfin voilà, c'est plus difficile que dans du bois, c'est plus dur. Alors là, j'ai pris pour le coup des cales qui sont plus basses que les morts de mon étau. D'accord? J'en mets une de chaque côté. Comme elles sont rectifiées, elles font exactement la même hauteur. Et comme l'étau il est rectifié aussi, elle repose sur un aplat qui est parfaitement horizontal. Donc je viens ensuite positionner la pièce que je veux travailler sur ces deux cales et je serre mon étau d'abord à la main, voilà, et ensuite je serre à la pince. Bon, voilà. Voilà, donc là, ma pièce, elle est bloquée, elle est parfaitement horizontale parce qu'elle est calée sur mes cales. Auparavant, avec la perceuse colonne, voilà, parce que je peux pas faire tout d'une main, donc pour éviter les coupures de vidéo, j'ai fait un trou. Je vais t'expliquer, il fait pas le diamètre de l'axe final. Je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai monté la fraise à lamé. Attends, il fait la mise au point sur voilà. Ma fraise à lamé derrière, elle a un petit peu des copeaux de, voilà. Du coup, j'ai dû changer de la pince, c'était pas le même diamètre que la scie fraise. Alors, deux mots d'explication. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un logement dans... Attends, hop, voilà, un logement ici, autour de cet axe. Je veux créer un logement dans lequel viendra se placer mon CC bearing. Comme c'est mal fichu, évidemment, quand je veux faire du CC bearing pour un axe de 5, donc on utilise des CC bearings qui ont un trou intérieur de 5, comme l'axe de mon pliant, et le diamètre extérieur du CC bearing, il fait 10. Si je veux un CC bearing pour un axe de 4 mm, les CC bearings, le trou intérieur fait 4 mm et le diamètre extérieur fait 8 mm. Malheureusement, des fraises à lamer qui permettent de faire un lamage de 10 mm, ça n'existe pas avec un pilote de 5 mm. Le pilote, c'est la partie en bout de fraise, c'est une partie lisse qui va s'engager dans mon trou pour être sûr que je suis parfaitement centré. Donc idéalement, j'aurais dû percer mon futur axe de couteau, je le perce à 4,8, je l'alaise à 5, donc j'ai un trou parfaitement propre. Si mon pilote faisait 5, il irait dans le trou, il serait parfaitement bloqué et pile poil engagé. Et puis je descends ensuite ma fraise de la hauteur que je veux creuser. C'est pas possible, ça n'existe pas une fraise avec un pilote de 5 et un lamage de 10. Donc la seule fraise qui existe commercialement avec un pilote, c'est une fraise qui a un pilote qui fait 4,2 et donc le lamage qui fait 10. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu perces à 4,2,
donc il faut un foret de 4,2 pour que ton pilote aille s'engager exactement dans le trou sans qu'il y ait le moindre jeu. D'accord? Comme ça, on sera parfaitement centré. C'est la petite contrepartie. Voilà, on ne peut pas faire directement un lamage de 5. Donc, je descends mon pilote, je descends ma fraise avec la vis macrométrique pour l'instant. Je vais aller me positionner dans le trou. Hop, je descends. On va pas tarder à être bon là. Donc je descends. C'est pas encore tout à fait bon. Hop. Il faut que je me déplace encore un petit peu vers. Voilà. Là, tu vois, mon pilote, je ne sais pas si on voit bien, il s'engage parfaitement dans le trou. Donc là, on est bon. Je vais creuser maintenant un lamage qui fera 10 de diamètre externe. Ok? Alors, donc là, pour l'instant, je me déplaçais en vis macrométrique. Il faut maintenant que je bascule sur la vis micrométrique pour faire une profondeur parfaitement maîtrisée. Voilà, parfaitement de profondeur parfaitement maîtrisée. Oula, j'y arrive plus là. Donc, je réengage. Ah, attends. Voilà. Donc, là, ma descente macrométrique est bloquée. Ma fraise à lamer, elle n'est pas parfaitement, elle touche pas encore ma pièce. Donc, avec la vis micrométrique, je vais descendre la fraise jusqu'à ce qu'elle arrive. Donc là, alors, idéalement, moi, la petite astuce, c'est que je le fais pas quand elle est arrêtée en fait. Voilà, donc là tu vois, elle n'est pas tout à fait affleurante. Je vais la faire tourner et dès que je vais voir que ça commence à avoir une accroche de copeaux, je considérerai que là, ça y est, elle est pile à mon point zéro. Ok? Donc je fais tourner. Voilà. Moi je mets pas d'huile. Là c'est un morceau d'acier, hein, je t'ai pas dit. Avec du titane, il faut mettre de l'huile de coupe. Donc là, pour l'instant, tu vois, elle tourne, mais j'ai pas de copeaux. Alors, mon bras, donc je la descends doucement avec la vis micrométrique. Et dès là, voilà, là, je sais pas si tu vois, on entend. Oui, voilà, là, tu vois, là, il y a des tout petits copeaux. C'est bon. Là, je considère que je suis à mon point zéro. Maintenant, je vais descendre la vis micrométrique jusqu'à avoir creusé la profondeur précise que je veux. En général, un CC bearing, ça fait 1,6 mm. Il faut laisser à peu près 0,2 mm de jeu. Donc il faut creuser 1,4. Moi, je fais 0,7 dans la lame et 0,7 dans la platine. D'accord? Donc, sachant qu'une graduation, c'est 0,025, voilà, moi, je me note mes petits repères. Donc, voilà, 40 graduations, ça fait 1 mm. 4 graduations, ça fait 0,1. Donc, si je veux 0,7, ça fait 7 x 4, ça fait 28. Il faut 28 graduations pour faire 0,7 mm. Ok? Donc là, je vais me positionner ici et je regarde. Là, en plus, ça tombe bien, je suis sur un 3. Donc il faut que je me déplace, que je tourne vers la droite, la vis de 28 graduations. Là, je suis à 53. Ok, donc là, je tourne. Ça fait 3. Il en fait encore 25. Donc, je ne sais pas si tu entends au bruit, on sent qu'on approche. Donc là, il en faut encore 20. Il faut tourner doucement hein, pour bien laisser. Et là, tu vois, voilà, là, on travaille. Donc, je ne sais plus combien. Enfin, bon, peu importe, on en était. Je crois qu'il faut que j'en enlève encore 20. Il ne faut pas tourner trop fort et pas tourner trop. Enfin, tourner trop fort la fraise et tourner trop vite la vis pour bien faire un travail propre. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois qu'il en faut encore 15. Mais on s'en fout. Hein. Voilà. Le jour où tu dois faire un vrai lamage, tu t'en fous pas, mais 15, encore 10. Voilà, donc je te conseille vraiment de tourner doucement. Il ne faut pas être pressé. Voilà,
Alors, je sais plus si je suis bon ou pas, mais enfin, supposons que j'ai fait mes 28 graduations, je laisse encore tourner. Normalement, ça n'enlève plus rien, mais même là, à ce moment-là, j'accélère un peu pour, voilà, pour faire un usinage assez propre. Moi, je sais pas si c'est utile ou pas, j'ai tendance à remonter un peu la vis micrométrique, voilà, avant d'arrêter la rotation. Je sais pas pourquoi, spontanément je fais ça. J'ai l'impression que ça doit moins abîmer les dents de la fraise, mais je te garantis rien. Ok, allez, Zou, je déverrouille la montée macrométrique, j'enlève, je prends mon pinceau pour montrer, et voilà, au miracle, ça a marché, heureusement, parce que sinon, je ne vais pas être un bon vendeur. Voilà, ouais, par contre, avec le téléphone, on va pas, ah, peut-être avec un peu d'ombre. Voilà, je viens de te faire un lamage. Donc, mon lamage, il fait 10 mm de diamètre. Par contre, le trou central, eh ben, il fait 4,2, puisqu'il n'existe pas de fraise, comme je te disais, qui fasse 4, qui fasse 5 ou 4,8 en tout cas. Bref, c'est pas grave. Tu prends un forêt de 4,8. Alors là, je suis monté en fraisage, donc le mieux c'est que tu passes. Là, il faut que je passe sur ma petite colonne, sur ma petite perceuse à colonne. Je vais pas le faire, hein, tu vas comprendre. Je perce dans mon trou à 4,8. Hein, le forêt, il va s'auto-centrer puisque tu as déjà un trou, d'accord. Je perce à 4,8 et j'alaise avec 5. Je crois que je t'avais montré ce que c'était qu'un alaisoir. Voilà, ça n'a pas tout à fait la même forme qu'un forêt. Ça te fait une surface de ton trou qui est beaucoup plus propre. C'est un conseil que je te donne. Et voilà. Et là, ben, c'est prêt. En tout cas, la partie lamage pour ton CC bearing, elle est faite. Et je vais arrêter là. Je crois que je t'ai montré à peu près tout ce que je sais, ou du moins tout ce que j'utilise en coutellerie. Bah, la suite, ce sera par mail, par téléphone. Évidemment, je serai disponible à volonté. Merci, désolé pour la qualité de l'image, la qualité de mon expression avec beaucoup de ratés, mais on s'en fout, c'est pas le principal, le but principal de ces vidéos. Allez Pierre, à tout bientôt. Je vais t'envoyer les vidéos, vu qu'elles sont lourdes, je sais pas si je pourrais te les envoyer, et sinon j'achète une petite clé USB, je les fous dessus et je te les donne à Strasbourg. Salut Pierre.